Tu n'es pas sur la liste des invités, m'a dit sèchement ma sœur, les yeux dans les miens. Elle venait de m'effacer sans un mot de la célébration à laquelle j'avais pourtant contribué. Sans moi, vous pouvez crever de faim, ai-je simplement répondu en gelant chaque compte, en annulant tous les virements et en coupant toutes les aides. Oups, tu n'es pas sur la liste des invités, a répété Lisa dans un message vocal, sa voix sucrée, faussement douce, comme si tout cela n'était qu'un malentendu. J'étais assis sur mon balcon, habillé comme il faut, une bouteille de vin rouge posée à mes pieds dans un sac cadeau. Ce devait être la fête des 30 ans de mariage de mes parents. J'avais tout financé, 23 500 € directement sortis de mon compte vers l'organisatrice, le traiteur, le lieu de réception, et même ce gâteau sur mesure en forme de cabane, celle où il s'était fiancé. 72 personnes étaient présentes. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, dans des stories et des publications, les coupes de champagne qui tintent, une vidéo au ralenti où mon père fait tournoyer ma mère sur la piste de danse louée, Lisa tenant le micro, prononçant un discours sur l'amour, la force et ce que signifie la vraie famille. 10 minutes après ce message, j'ai reçu un texto de maman, court, froid, sans ponctuation, supprimé par erreur. Détends-toi, on t'a mis des restes de côté. Je suis resté figé devant l'écran, sans réponse, sans excuse, comme si j'étais une erreur qu'on avait fini par corriger à moitié. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, silencieux, pendant que le vin perdait sa fraîcheur. J'ai imaginé cette fête à laquelle je n'avais pas eu droit. Mon père qui rit, ma mère qui hoche la tête avec ce petit sourire approbateur qu'elle utilise quand elle veut qu'on l'admire, Lisa dans cette robe verte qu'elle prétendait ne pas pouvoir s'offrir, celle pour laquelle je lui avais envoyé de l'argent le mois dernier. Pas une invitation, pas une mention de mon nom, pas même une photo de moi dans leur diaporama. Quand j'ai enfin répondu, j'ai simplement écrit « compris ». Ce soir-là, j'ai effectué un unique virement et envoyé 2 courriels. 48 heures plus tard, j'avais 53 appels manqués. Une enveloppe cachetée est arrivée devant leur porte, avec mon nom inscrit au dos. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui, cette fois, allait leur faire perdre leur sourire. Mais cette histoire ne commence pas avec cette fête. Elle commence bien avant, avec une habitude qui s'est installée. Lisa m'appelait à toute heure, j'ai oublié de payer le loyer, tu peux m'aider. Maman envoyait des messages, les médicaments de papa ne sont pas remboursés ce mois-ci, tu es notre seul espoir. Et chaque fois, je disais oui. À force, ce n'était plus un service, c'était attendu. Pendant 3 ans, j'ai envoyé de l'argent tous les mois, comme si je payais un abonnement à une famille qui ne m'aimait que pour ça. Les cartes de crédit de Lisa, l'assurance de maman, les réparations de la voiture de papa, tout passait par moi. Ils avaient même trouvé une expression pour ça, c'est réglé. Quand un problème survenait, quelqu'un disait ne t'inquiète pas, c'est réglé. Et cela voulait dire que j'étais intervenu. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur des choses avant un soir où j'ai consulté mes mails. J'y ai trouvé un avis de virement de 6 200 € pour la salle de réception, celle que j'avais moi-même réservée 6 mois plus tôt. Mon nom, ma carte, aucun remerciement, aucun avertissement, simplement utilisé. J'ai confronté Lisa. Sa réponse, bien sûr que tu vas payer, tu le fais toujours. Elle l'a dit comme si elle me félicitait pour ma générosité. Puis il y a eu cette publication sur Facebook, celle qui a tout fait basculer. Une photo de mes parents sous un grand lustre. Lisa avait identifié tout le monde, même des gens que je ne reconnaissais pas. La légende disait « Joyeux anniversaire au couple qui nous a appris ce qu'est une vraie famille ». Un commentaire disait « Tiens, je ne savais pas que ton frère était encore dans les parages ». Lisa a répondu « Pas vraiment ». Je n'ai pas réagi. Ni à ça, ni aux dizaines de membres de la famille qui ont partagé la photo sans me mentionner, comme si je n'existais pas. J'ai laissé le silence s'installer. Et se durcir. Puis est venu le groupe familial. Un cousin a posté une image moqueuse sur les piques-assiettes. Lisa a répondu « J'aimerais pouvoir vivre au crochet des autres au attend. » Maman a tenté, Lisa ça suffit. Mais le message est resté. Personne ne l'a supprimé. Personne ne m'a défendu. Tante Patricia a réagi avec un emoji qui pleure de rire. Oncle Howard a répondu « Il a toujours été un peu trop sensible. » Trop sensible. Laissez-moi vous dire ce que cela veut dire. Sensible, c'est rester debout jusqu'à 2 heures du matin pour refaire les déclarations fiscales de mon père pour la 3e année consécutive parce qu'il n'arrive pas à utiliser les services en ligne. Sensible, c'est envoyer 850 € à Lisa pour ses livres, et la voir poster le lendemain une photo d'un sac Lancel tout neuf. Sensible, c'est appeler maman depuis les urgences après une crise d'appendicite et l'entendre dire « Oh mon chéri, tiens-nous au courant, d'accord, on passe à table. » Tout s'est accumulé. Et puis un jour, j'ai reçu un lien Dropbox par erreur.
Lisa l'avait envoyé à la mauvaise adresse, la mienne, au lieu de celle de maman. À l'intérieur, des justificatifs, traiteur, sonorisation, maquilleuse de Lisa, même sa robe. Tous marqués comme payés par Robert. C'est moi. Et au bas du fichier PDF, une note, ne mentionne pas l'argent, il aime se sentir utile. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Voilà la première fissure. La seconde est arrivée sous forme d'un message transféré par erreur, une discussion privée entre papa et oncle Howard. Il est doux, c'est pour ça qu'on le garde, les doux sont utiles. Je n'ai rien dit. Pas à voix haute. J'ai simplement commencé à tout sauvegarder. Des captures d'écran. Courriel, message, discussion. Puis est arrivé un nouveau message vocal, Lisa encore. Sa voix faussement amicale. Oups, tu n'es pas sur la liste des invités, elle a lâché, en riant, comme si le fait d'avoir oublié mon nom sur la liste de réponses était une simple étourderie. 10 minutes plus tard, maman m'a envoyé un message pour me demander si je voulais des restes. Des restes, comme si j'étais un chien errant qu'on avait oublié de nourrir. Mais la troisième fissure, celle qui a vraiment cassé quelque chose en moi, venait de quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Mon ami Noah. C'est lui le concepteur du site internet que j'avais engagé pour créer la page de la boulangerie familiale. Il m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation avec Lisa. Lisa disait, il n'a pas besoin de reconnaissance, c'était l'idée de maman de toute façon. Noah a répondu, mais c'est lui qui a tout payé, le nom de domaine, l'hébergement, tout. Lisa a écrit, oui, et on continuera à utiliser sa carte tant qu'il ne s'en rend pas compte. Ce soir-là, je me suis connecté au serveur. J'ai changé le mot de passe administrateur. J'ai mis le site hors ligne. J'ai laissé un message sur la page d'accueil, temporairement indisponible en raison de frais impayés, merci de contacter le propriétaire du compte pour assistance. 2 heures plus tard, Lisa m'avait appelé 16 fois. Je n'ai pas décroché. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré, alerte de sécurité. Quelqu'un avait tenté de se connecter depuis un appareil inconnu. L'adresse IP venait de chez Lisa. Elle avait essayé de réinitialiser mon mot de passe. 2 heures après, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé passer en messagerie. C'était papa. Sa voix était froide, tendue. Tu as fait ton choix. N'attends plus rien de notre part. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une famille, c'était un contrat. Et j'étais le compte bancaire ouvert dont ils profitaient encore et encore. Alors j'ai pris une décision. Je ne leur ai rien envoyé. J'ai tout envoyé loin d'eux. Le dossier entier. Capture d'écran, relevé bancaire, courriel, enregistrement. À 2 personnes. L'une était mon avocat. L'autre, un ancien associé de papa à qui je rendais un service. En bas de tous les fichiers, j'ai écrit une seule phrase, je ne financerai plus leur illusion. Ils ne savent toujours pas ce qui les attend. Mais ils ne vont pas tarder à le découvrir. Ils ont appelé ça un dîner de réconciliation familiale. Comme si ce mot réconciliation pouvait effacer tous les dégâts. L'invitation venait de maman. Un message soigneusement rédigé. Discutons, juste entre nous. Pas de drame. Juste la famille. Juste la famille. J'en ai presque ri. Ils ont choisi un restaurant que je connaissais trop bien. Neutre, calme, éclairage tamisé, rien de coupant sur la table. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions si quelqu'un fond en larmes pendant le dessert. Je suis arrivé à l'heure. Lisa, maman et papa étaient déjà installés. Les serviettes pliées, les menus encore fermés, comme s'ils avaient répété. Lisa portait du blanc, sans doute pour la symbolique. Papa avait l'air d'avoir été forcé de venir. La mâchoire serrée. Sa chemise trop bien repassée pour un homme qui ne repassait jamais. Maman a tenté de sourire. Ce sourire raide, forcé, qu'elle utilise quand tout menace de s'effondrer mais qu'elle fait semblant que tout va bien. Je me suis assis sans saluer personne. Lisa a parlé la première. Bien sûr. Sa voix douce est répétée comme un texte appris. Je sais qu'il y a eu des tensions. Des choses mal comprises, a-t-elle dit, en marquant une pause, les yeux tournés vers maman. Mais je voulais te dire que je te pardonne. J'ai cligné des yeux. Me pardonner? Puis papa s'est penché, la voix basse et sèche. Il faut arrêter ces bêtises. On n'est pas parfait, d'accord? Mais c'est toi qui as tout sali. Tu n'avais pas besoin de tout faire exploser. Maman a posé sa main sur mon poignet. Nous sommes ta famille. On fait des erreurs.
Mais cela ne te donne pas le droit de tout ruiner. Je suis resté silencieux. Puis j'ai sorti ma tablette. J'ai apporté quelque chose, ai-je dit. Lisa a sursauté comme si j'avais sorti une arme. J'ai tapoté l'écran et l'ai connecté à l'écran plat au-dessus du bar. J'avais appelé le restaurant à l'avance. Le serveur a paru déconcerté au début, puis intrigué. À présent, tous les clients pouvaient voir l'écran. Je m'en fichais. Diapositive 1. Capture d'écran. Un courriel de Lisa à l'organisatrice de l'événement, il n'a pas besoin d'être invité, il paiera quand même. Un message de papa à oncle Howard, tant que le garçon paie, je le laisse croire qu'il compte. Un message privé de maman à Lisa. Supprime juste son nom de la liste des invités, on dira que c'est un bug. Quelqu'un à la table voisine a poussé un soupir choqué. Ils ont continué à regarder la diapositive 2. Leçon. J'ai diffusé un message vocal que Lisa avait envoyé à une amie. Celui qu'elle n'aurait jamais imaginé que j'entende un jour. Sa voix était limpide. Il est obsédé par le fait d'être utile. Tout ce que j'ai à faire, c'est pleurer et dire mais tu es le seul qui puisse m'aider. Et il ouvre son portefeuille. Rire en arrière-plan. Le visage de Lisa est devenu livide. Diapositive 3. Relevé bancaire. 10 mois de virement. Tous venant de moi, vers elle, vers maman, vers papa. Aucun merci. Aucun remboursement. Juste le mot réglé à côté de chaque transaction. Puis j'ai révélé la dernière pièce. Voici Alan, ai-je dit. Un homme grand s'est avancé calmement depuis le côté. L'ex de Lisa. Elle s'est figée. Il s'est approché de la table d'un pas professionnel, un dossier à la main. Il l'a ouvert et n'a prononcé qu'une phrase. Lisa, je t'ai dit que si tu faisais ça encore à quelqu'un d'autre, je parlerais. Il a déposé les documents sur la table. Des messages qu'elle avait fabriqués pendant leur rupture. De fausses accusations de harcèlement. Et un fichier sur son propre ordinateur, littéralement intitulé Plan B, comment le détruire. Puis il a regardé mes parents. Cela fait des années qu'elle agit ainsi, et vous avez laissé faire. Vous avez détourné les yeux. Et maintenant, vous avez utilisé votre propre fil de la même manière. La table entière est restée figée. L'air était devenu lourd. Puis papa s'est levé. Sors d'ici. Tu ne fais plus partie de cette famille. Je me suis levé aussi. Tu as raison, ai-je dit. Je n'en fais pas partie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé autour de moi. Tous les clients du restaurant nous observaient. Je m'appelle Robert, ai-je dit. Cela fait 3 ans que je paie pour maintenir cette famille à flot. Le loyer, le crédit, les courses, les factures médicales, l'assurance auto, le gâteau, les chaises, le champagne, 72 invités. J'ai financé leur illusion. J'ai pointé Lisa du doigt. Elle a effacé mon nom de la liste des invités. Ma propre sœur. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix. Ensuite, j'ai regardé maman. Tu as appelé ça un accident. Et tu m'as dit de me détendre. On t'a gardé des restes. Elle a entrouvert la bouche, mais n'a rien dit. Je me suis penché et j'ai fixé les yeux de mon père. Tu as dit que j'avais fait mon choix. Tu avais raison une fois de plus. J'ai sorti une petite enveloppe de la poche intérieure de ma veste et je l'ai posée sur la table. Ceci est une mise en demeure. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon nom, ma photo, mes données financières ou toute information me concernant dans un cadre professionnel, personnel ou public. Enfreignez-la, et je vous poursuivrai. Et je gagnerai. Je me suis retourné pour partir. Papa m'a attrapé par le bras. Tu crois que ça fait de toi un homme fort. Je me suis dégagé. Non, cela me rend juste libre. En marchant vers la sortie, je me suis arrêté au bar. J'ai regardé le serveur et j'ai désigné l'écran toujours allumé. Laissez-le encore 5 minutes. Bien sûr, a-t-il répondu. Il s'attendait à une explosion. Une crise. Peut-être des cris. Un message vocal à 2 heures du matin, rempli de colère. Ils étaient prêts à entendre des hurlements, des portes claquées, ou à lire une publication enflammée sur les réseaux sociaux, qu'ils auraient moquée en privé. Mais la colère est bruyante. Et moi, j'avais mieux. Le silence. La première chose que j'ai coupée, c'était le numéro de téléphone. Celui qu'ils appelaient toujours quand Lisa ne pouvait pas payer son loyer, quand le camion de papa tombait en panne, ou quand maman oubliait de régler la facture d'électricité. Le numéro qui décrochait toujours, que l'urgence soit réelle ou inventée.
Supprimer. Déconnecter. La prochaine fois qu'ils ont essayé, tout ce qu'ils ont entendu, c'est une voix calme enregistrée, ce numéro n'est plus en service. J'imagine maman fixant son téléphone, appuyant à nouveau comme si elle s'était trompée de touche. Elle ne s'était pas trompée. J'avais déjà souscrit à un nouveau forfait, un appareil sécurisé, sans cloud partagé, sans géolocalisation, sans forfait familial. Le lien numérique entre nous, coupé. Ensuite, je me suis attaqué à l'argent. Je me suis connecté à tous mes comptes bancaires et j'ai commencé à les nettoyer. Le virement automatique de Lisa pour les loyers urgents? Supprimé. L'abonnement Amazon Prime de maman? Résilié. Le compte PayPal de papa, discrètement lié à ma carte de secours? Déconnecté. J'ai signalé toute activité suspecte. En remontant 8 mois en arrière, j'ai vu que Lisa s'était connectée à mon compte épargne. 2 heures du matin, une nuit de décembre. Puis à nouveau en février. Pendant que je dormais, en plein vol pour Denver. J'ai appelé la banque. Ceci n'était pas autorisé. Je souhaite signaler une fraude. Ils n'ont pas pris ça à la légère. Ils ont gelé le compte, transmis le dossier à leur cellule d'investigation, et programmé un suivi avec le service spécialisé en fraude. Ensuite, je me suis attaqué à l'hypothèque. Il y a 3 ans, j'avais co-signé le prêt immobilier pour éviter que mes parents ne perdent leur maison. Ils m'avaient promis que ce serait temporaire. Ça ne l'a jamais été. Ils n'ont jamais refinancé. Ils n'ont même jamais vérifié si mon nom figurait toujours sur le prêt. J'ai appelé la société de crédit. Je souhaite être retiré en tant que co-emprunteur. La femme à l'autre bout du fil a hésité. Est-ce à cause d'une séparation? Oui, ai-je répondu. Une séparation complète. Elle m'a dit qu'ils allaient devoir réévaluer le dossier. Si mes parents n'étaient plus éligibles, ils devraient refinancer ou risquer le défaut de paiement. Je n'ai pas bronché. Compris. Continuez. Ensuite, j'ai ouvert un dossier que j'avais mis de côté depuis des années, au cas où tout s'écroulerait. Le titre était simple, au cas où il brûlerait tout. J'avais toujours pensé que je ne l'utiliserais jamais. Et pourtant, nous y étions. À l'intérieur, une demande de subvention de mon père remplie avec de fausses informations. Un faux formulaire de libération militaire DD214. Des captures d'écran de Lisa me demandant mes identifiants, juste pour un coup d'œil. Des courriels où maman avait transféré ma fiche de paie à une amie, qui s'est avérée être leur conseillère financière. J'ai tout scanné, envoyé à mon avocat. Une seule phrase, active tout. Il n'a pas posé de questions. Il n'en avait jamais besoin. 2 heures plus tard, les lettres de mise en demeure étaient imprimées, notariées et envoyées par courrier recommandé sur un papier ivoire épais qui indiquait clairement que ce n'était pas une demande. C'était la fin. Chaque enveloppe portait la même mention, à effet immédiat, vous devez cesser d'utiliser mon nom, mon image, mes données financières ou toute donnée numérique me concernant. Tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement et traité légalement. Puis j'ai passé un dernier appel au service antifraude de l'administration des anciens combattants. Un signalement anonyme, tous les documents en pièces jointes, un rapport propre et sans nom. Juste de quoi déclencher un audit. Le lendemain matin, ils examinaient discrètement le dossier de papa. Exactement comme je le voulais. Pendant qu'ils cherchaient encore à me joindre, j'ai signé un bail à Chicago. Le loft n'était pas grand, mais il était lumineux, paisible et à 5 états de distance de leur chaos. J'ai fait le virement de la caution, engagé des déménageurs, confirmé que je pouvais travailler à distance. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai fermé le site de la boulangerie. Oui, celui que j'avais financé. Celui avec les jolies photos de famille et le petit texte sucré de Lisa sur notre héritage. Je me suis connecté, j'ai changé le mot de passe et j'ai mis à jour la page d'accueil avec une seule phrase, ce domaine n'est plus disponible. C'est tout. Pas de longue déclaration. Pas de reproche. Pas de mise en accusation. Juste quelque chose de calme, précis, définitif. 3 jours plus tard, Lisa a tenté de me contacter par l'intermédiaire d'un vieil ami. Elle lui a envoyé un message, s'il te plaît, je veux juste lui parler, ce n'est pas pour l'argent. Ça l'était toujours. Maman a envoyé une note manuscrite. Pas d'enveloppe. Juste une feuille pliée. Son écriture tremblante, tu nous as blessés aussi, tu es allé trop loin, papa ne va pas bien. Nous sommes une famille, ça doit encore vouloir dire quelque chose. Je n'ai pas répondu. J'ai lentement déchiré la note en minuscules morceaux silencieux. Puis est venue la menace juridique.
Une lettre d'un avocat local. Sans doute quelqu'un que papa avait trouvé sur Internet. Elle m'accusait d'avoir intentionnellement endommagé un bien familial et causé une souffrance émotionnelle. Mon avocat l'a lu, a esquissé un petit sourire et l'a classé dans un dossier nommé désespoir. Ils n'ont aucun dossier solide, a-t-il dit. Ils veulent juste provoquer une réaction. Ils ne l'auront pas. Ce dimanche-là, j'ai emménagé dans le loft. J'ai posé ma seule valise au centre de la pièce vide et j'ai ouvert le seul carton étiqueté à ouvrir plus tard. À l'intérieur, mon diplôme de fin d'études secondaires dans un cadre, une photo de moi à 12 ans, seul lors d'une randonnée, et une bouteille de vin que j'avais achetée pour la fête d'anniversaire de mariage. J'ai versé un verre, me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Pas de cris. Pas d'appel. Pas de culpabilité. Juste de l'espace. Et cette fois, il m'appartenait. Il a fallu environ 3 semaines pour que je commence à ressentir le silence comme une paix, et non comme une punition. Les premières nuits à Chicago, je vérifiais mon téléphone, par habitude. Mais il n'y avait aucun appel manqué. Aucun message. Même pas un spam de l'urgence PayPal de Lisa. Juste rien. Et ce rien, c'était magnifique. Pour la première fois depuis des années, j'entendais ma propre vie. Le petit clic de la porte du réfrigérateur. Le bourdonnement lointain de la ville. Mes propres pas, résonnant dans un couloir qui m'appartenait. Jamais je ne les ai recontactés. Pas même quand j'ai vu l'album photo encore rangé dans un carton. Pas même en passant devant une boulangerie qui sentait comme les tartes du dimanche de maman. Pas même quand j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. Et pendant une demi-seconde. J'ai cru, pendant une fraction de seconde, que c'était peut-être mon père. Ce ne l'était pas. Et ce ne le sera plus jamais. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne m'ont pas détruit. Ils m'ont entraîné à accepter la trahison, à confondre la culpabilité avec l'amour, à croire que rester loyal était une manière de survivre. Mais voici la vérité. Je n'étais pas le problème. J'étais la ressource. Et quand j'ai coupé cela, ils ont appelé ça de la cruauté. Ils le font toujours. Parce que ceux qui bâtissent leur vie sur ton exploitation verront toujours tes limites comme des attaques. C'est papa qui m'a appris que la discipline, c'est faire sentir les autres petits, tout en portant un costume. Maman m'a appris que se taire, c'est être complice. Lisa m'a appris que le mot famille sert souvent à justifier le vol quand on se fait prendre. Et moi, je me suis enfin appris à partir. Il y a une semaine, j'ai reçu une autre lettre. Pas de nom sur l'enveloppe, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une photo. Lisa et moi, enfants, assis dans le jardin, mangeant des glaces. Un coin était déchiré et recollé au dos, un mot griffonné à la hâte, « Tu vas vraiment jeter ça ?» Pas de signature. Mais je n'en avais pas besoin. J'ai regardé la photo pendant exactement 5 secondes. Puis je l'ai pliée, lentement, une seule fois, et je l'ai glissée dans la déchiqueteuse. Ces mêmes mains qui avaient envoyé cette photo, ce sont celles qui avaient supprimé mon nom d'une liste d'invités, comme si je n'étais qu'un encombrement. Et je ne garde plus les encombrements. Depuis, j'ai construit quelque chose. Pas une entreprise. Pas une revanche. Juste une vie. Une vie qui me semble enfin m'appartenir. Les petites choses comptent. Faire les courses sans me demander dans quel frigo elles finiront. Payer mon loyer sans vérifier mon solde parce que Lisa aurait peut-être encore besoin d'un service. Dormir sans programmer une alarme de secours au cas où papa oublierait son ordonnance. Mes matins sont calmes. Mon argent est à moi. Et quand je dis non, ma voix ne tremble plus. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que la vengeance. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de la distance. Ce matin, j'ai écrit une dernière lettre. Sans émotion. Sans colère. Juste les faits. J'y ai glissé une vieille copie des clés de la maison, car les vraies avaient disparu depuis des mois. Mais je voulais que le message soit clair. Je l'ai envoyé à l'adresse que j'appelais autrefois chez moi. À l'intérieur, la note disait simplement ceci, clé rendue, famille non incluse, pas d'adresse de réexpédition. Je ne sais pas quel visage papa a fait en l'ouvrant. Je ne sais pas ce que Lisa a crié. Je ne sais pas si maman a pleuré ou simplement fixé la feuille. Et pour la première fois de ma vie, je peux dire honnêtement que je m'en fiche. Ils n'ont plus le droit de me traiter de dramatique, d'ingrat ou d'égoïste. Ils ont eu leur chance. Ils l'ont enterrée sous les dettes, le silence et la honte, pensant que je ne la retrouverai jamais. Ils avaient tort. Alors voici la vérité,
clairement et sans excuse, je ne suis ni un méchant, ni un héros. Je ne suis pas amer, pas brisé, et je n'attends pas de clôture. Je suis parti. Et ils ne viennent pas avec moi. Que le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Qu'ils lèvent leur verre à leurs mensonges. Qu'ils défilent, espionnent, chuchotent, se questionnent. Parce que la seule chose qu'ils ne récupéreront jamais, c'est l'accès. La dernière fois que j'ai vu mon ancien téléphone, je l'ai tenu un instant dans la main. Je pouvais encore sentir leur présence dans son poids. Les messages nocturnes. Les textos culpabilisants. Les messages vocaux comme des mines. Puis je les rangeai dans un tiroir. Fermé à clé. Et je me suis éloigné. Sans colère. Sans larmes. Avec liberté. C'est ça, la véritable fin. Pas de feu d'artifice. Pas de dispute. Juste une vérité douce, paisible, irréfutable.